Je veux dire que Madame la Présidente va rendre en délibéré sa décision. Et ça, le côté, moi, c'est déjà très représentatif. C'est-à-dire à partir de Malawi, Maître, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, je dois tout d'abord préciser, et mon confrère complétera, qu'aujourd'hui, Madame la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris a constaté que l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que son secrétaire général, M. Abdou Diouf, n'avait pas constitué avocat. Alors que, à sa demande, lors de la première audience, le 16 août dernier, nous avons réassigné et cette réassignation a été acceptée par l'OIF et M. Abdou Diouf. Malgré cette acceptation des significations par l'huissier, ni l'OIF ni M. Abdou Diouf n'ont constitué avocat. Donc en conséquence, mon confrère et moi, nous avons plaidé devant Madame Bouvier. Nous avons produit à Madame Bouvier les seconds originaux établis par notre huissier qui montrent bien qu'il y a eu réception et acceptation par la direction de l'OIF et le représentant de M. Abdou Diouf de cette réassignation. Donc le principe de la contradiction est respecté. C'est pour ça que nous avons pu plaider. S'il n'y avait pas eu acceptation, la présidente aurait probablement ordonné peut-être une nouvelle réassignation. Là, il n'y a pas besoin de réassigner puisque ça a été accepté. Donc les informations qui vont être communiquées sont erronées. Celles qui font foi sont celles de votre huissier. Ce qui compte, c'est le second original de l'assignation. Elle a été acceptée. Est-ce que vous avez ces documents que vous pouvez produire peut-être à la presse pour comprendre réellement? On pourra produire ces documents. C'est la première question. La deuxième, vu le rapport de force entre l'OIF, qui est une grande structure, et les associations, ça mènerait vers peut-être un procès qui serait encore repoussé pour très longtemps. Pendant ces temps-là, le sommet aura lieu à Kinshasa. Est-ce que vous avez eu une autre démarche? La démarche est totalement différente. Comme vous l'avez dit, nous avons plaidé aujourd'hui. Nous avons plaidé, ce qui veut dire que Madame la Présidente va rendre en délibéré sa décision jeudi 20 septembre à 17h. Donc là, il y a plusieurs cas de figure et mon confrère va y revenir. Lesquels est-ce qu'on peut les savoir? Voilà. Premier cas de figure, elle pourrait très bien dire, ça me semble peu probable, peut-être qu'il y a irrecevabilité de la demande, peut-être y a-t-il une immunité de juridiction de l'OIF, ça n'a pas été soulevé, et tous les textes que nous avons produits montrent que nous sommes dans un cas de figure où on ne peut pas invoquer, notamment en vertu du décret de 1975 fixant l'accord de siège entre la République française et ce qui est devenu l'Organisation internationale de la francophonie, l'ex-CCT. Nous sommes dans le domaine où effectivement l'OIF ne veut pas invoquer l'unité de juridiction, parce que nous agissons dans le cadre des textes de l'OIF, le respect des textes de l'OIF et l'intérêt de l'OIF qui est la promotion de l'état de droit, le respect de l'ordre constitutionnel, le respect des droits humains. Donc c'est peu probable que Madame la première vice-présidente se déclare incompétente. Donc deux autres cas de figure. Si elle se déclare compétente, ce que nous espérons, elle pourra déjà répondre à notre première demande, qui est la délocalisation urgente, mesure prise en application de l'article 808 du Code de procédure civile qui sont dans ses pouvoirs. Donc demande de délocalisation urgente du sommet. Maître Norbert Tricot, on peut entendre aussi Maître Olivier de Boissieu. Exactement. Vous étiez présent là-bas parce que vous défendez... sur quelle question vous étiez venu? Mais qu'est-ce qui s'était dit là-bas? À Kidam, à privé, ils n'ont pas voulu comparer. C'est-à-dire qu'ils prennent leurs responsabilités, j'en termine par là, et qu'ensuite, une fois que la décision sera rendue, comme un plaideur privé est normal, ils auront à faire effectivement des exécutions, des mesures d'exécution. Alors on a demandé effectivement à l'administrateur provisoire, compte tenu de cette négligence plus que forte du secrétaire général de l'OIF et de l'OIF en général, de façon à ce qu'il soit pallié à cette carence, et surtout, j'insiste, de façon à ce que les actes de l'OIF, le décret de 75, qui régit donc en partie les fonctions de l'OIF, puissent être assumées. Imaginez-vous une organisation internationale qui n'arrive pas à remplir ses fonctions, qui ne respecte pas ses actes juridiques. Il aurait fallu effectivement qu'il s'accepte de venir pour cette Une question de mon confrère. Qu'est-ce que vous reprochez à l'OIF? La question est...
qu'est-ce que vous entendez? Parce que pourquoi vous avez assigné devant la justice? Alors, on assigne, voilà, ok. On assigne effectivement devant la justice de façon à demander sous forme de référé, qui est une procédure excessivement rapide qui permet d'avoir une ordonnance de référé exécutoire des pleins droits, c'est-à-dire malgré un appel, de pouvoir s'appliquer d'une manière immédiate sous de très rapides délais, qu'il y ait délocalisation du sommet de Kinshasa. Le sommet de Kinshasa, donc, se tient en RDC les 12 et 14 octobre, comme vous le savez, et il faut à tout prix empêcher, c'est ce que souhaite le demandeur, l'association effectivement Émergence du Congo, il faut à tout prix, dans le contexte de l'objet associatif qui est le sien, par rapport à l'objet de l'organisation de la francophonie qui essaie de promouvoir effectivement les droits humains en général et d'empêcher toute exaction juridique par voie de conséquences humaines, que le symbole de la tenue qui se tient tous les 2 ans de ce sommet se fasse en RDC compte tenu de la situation. Ce serait en quelque sorte aller à l'encontre des fonctions de l'OIF que d'aller tenir ce sommet effectivement donc à Kinshasa. Alors soit manifestement il y a, on va dire, une mauvaise foi, on verra bien, considérable, ou soit il y a un blocage et la justice sera là peut-être pour aider à débloquer la situation et personne ne pourra nous en vouloir, on s'en fout. Une question technique, hein. Comment s'appelle Madame la Présidente et c'est quelle chambre? Il s'agit de la première chambre du TGI de Paris qui statue en référé. Voilà. Et l'audience de cabinet de cette première chambre a été tenue par Madame Bouvier, première vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris. Et il y a une audience de cabinet parce que, effectivement, elle a estimé, ou le greffe a fait savoir que certaines audiences ne peuvent pas, pour différentes raisons, se tenir de manière publique. Le point de vue qui est le mien, c'est que les audiences de cabinet sont plus personnalisées que les audiences publiques. Et face à une organisation internationale, ce n'est pas parce que c'est une organisation internationale en tant que telle, qui est une personne morale du droit public international. C'est une abstraction juridique qui passe, on va dire, dans le fil par l'analyse judiciaire, mais qui contient, effectivement, c'est vrai, des membres qui ont été ou qui sont toujours prestigieux. Donc, on leur accorde, à mon sens, on va dire, un certain rapprochement d'explications par une audience de cabinet. C'est le point de vue qui est le mien. Vous nous rappelez juste la prochaine audience, parce qu'il y a une date qui a été fixée? 17 septembre. Non, c'est le 20. Jeudi 20 septembre, ce n'est pas une audience, c'est la date de délibéré. C'est-à-dire que Madame Magali Bouvier, première vice-présidente, prendra sa décision. Ce que je voudrais, c'est compléter la réponse à votre question sur ce que nous reprochons à l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et à son secrétaire général, M. Aboudouf. Nous reprochons une partialité, un parti pris, 2 poids 2 mesures. Pourquoi? Parce que dans le passé, l'OIF a déjà pris la décision d'appliquer ces textes et de délocaliser des sommets. Dans le passé, ça veut dire quoi? Donc 2 précédents. Le premier précédent, c'était en 1991 pour le 4e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, EIF, qui devait se tenir à Kinshasa, à l'époque capitale de Zaïre. Ça ne s'appelait pas encore République démocratique du Congo. Ce sommet de Kinshasa, compte tenu des massacres d'étudiants à Lubumbashi, capitale de la province du Katanga, a dû être délocalisé en toute urgence à Paris. On l'a retardé de 2 mois et il s'est tenu à Paris. Le 2e précédent est tout récent, il date d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans devait se tenir le 13e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce 13e sommet devait se tenir à Antananarivo, capitale de Madagascar. Compte tenu du renversement du chef de l'État, Marc Abdomanala, le sommet et les troupes qui ont suivi, le sommet a été délocalisé en catastrophe 2 mois plus tard, et il s'est tenu à Montreux, en Suisse. Et ça, cette décision avait été prise à l'époque par M. Aboudouf. C'était une bonne décision. Il a décidé d'appliquer strictement la déclaration de Bamako. C'est-à-dire qu'il a condamné publiquement la situation de rupture de démocratie à Madagascar et il a décidé de relocaliser le sommet hors de Madagascar. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'on prenne le même type de décision. On constate la rupture de démocratie. Le problème, ce que nous reprochons à l'UIF, c'est que c'est la seule organisation internationale qui n'a pas encore publié le rapport de ses observateurs aux élections présidentielles et législatives qui se sont tenues dans des conditions catastrophiques et sanglantes le 28 novembre 2011 en République démocratique du Congo. Toutes les organisations internationales ont rendu leur rapport constatant que ces élections étaient non crédibles. Seul l'OIF refuse de publier son rapport. Une seule organisation internationale un peu tardée pour son processus démocratique, c'est le Parlement européen, mais ils ont enfin rendu leur rapport le 13 juin 2012 qui constate le caractère non crédible. Et nous regrettons cette partialité. Nous regrettons cette partialité et compte tenu de cette partialité, nous souhaitons, et c'est pour ça que nous avons sollicité
au tribunal des référés de Paris, c'est que nous considérons qu'il y a partialité du secrétaire général de l'OIF, qui pourtant récemment a adopté de bonnes mesures. M. Abou Diouf, en avril 2012, en application de la déclaration de Bamako, a condamné la rupture de démocratie qui est intervenue en République du Mali, compte tenu du renversement du président élu, Mamadou Touré. Et il a fait fort juste titre. Mais il n'a pas encore condamné la rupture de démocratie et les violations des droits humains qui sont beaucoup plus massives intervenues en République démocratique du Congo. Il a condamné en Côte d'Ivoire, il a condamné en Guinée-Bissau, il a condamné à Madagascar, il a condamné en Mauritanie, il condamne partout, sauf le pays qui connaît les plus graves violations des droits humains. La République démocratique du Congo vit une guerre d'invasion. Et ce que nous reprochons à M. Abou Diouf, c'est qu'il veut organiser un sommet le mois prochain où vont s'asseoir à la même table un président démocratiquement élu comme M. François Hollande, aux côtés d'un criminel de guerre, M. Paul Kagame, le président du Rwanda, qui mène une guerre d'invasion au nord-est de la République démocratique du Congo, et aux côtés d'un président qui n'a pas été élu, M. Joseph Kabila. Ça serait totalement contraire au texte même et à l'objet de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est pour ça que nous attendons avec impatience le 20 septembre, date à laquelle nous connaîtrons la décision de Mme Magali Doumbé. Et s'il y a une délocalisation de ce sommet, hors de République démocratique du Congo, ça sera une importante victoire, c'est-à-dire que Mme la Présidente, statuant en référé, rendra une ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel. Même si l'OIF et son secrétaire général font appel, elle sera immédiatement exécutoire. Et là, ça voudra dire que la force du droit l'aura emporté sur le droit de la force militaire et le droit de la force des intérêts financiers des multinationales. Parce que le lobbying qui a eu lieu pour que le sommet se tienne à Kinshasa, c'est un lobbying des principales multinationales qui sont en train de piller les richesses de la République dite démocratique du Congo. Donc là, nous voulons que la force du droit l'emporte sur le droit de la force militaire et sur le droit des intérêts financiers. Mais concrètement, en quoi la justice française est-elle compétente pour justement délocaliser ce sommet? Je propose que mon confrère réponde. Je suis avocat. Compétente pour la personne civile. Il est dans le dossier pour parce que le droit international privé qui permet de résoudre effectivement des solutions, des procédures judiciaires entre particuliers qui mettent sur la sellette judiciaire des organisations internationales. Le droit international privé permet effectivement la solution de ce litige, tant au niveau procédural qu'au niveau de l'application de la loi applicable. Bon, en l'espèce, il s'agit d'une association française qui s'adresse à une organisation internationale de droit public, je crois, public international, certes, mais qui a son siège effectivement ici en France, et dont la France fait partie, et pour laquelle les contribuables français payent tout le fonctionnement de l'OIF. Donc, au niveau droit international privé, il y a suffisamment de rattachement de critériats sur le territoire français pour qu'entre autres raisons, effectivement, elle emporte par voie de conséquence, compétence de la juridiction française. Alors pourquoi le juge civil? Parce que tout simplement le juge administratif n'est pas compétent, il ne s'agit pas d'une difficulté ou d'une querelle sur un acte de nature administrative. Le juge international n'est pas compétent, il n'est pas possible effectivement pour une personne privée d'aller attaquer donc une personne internationale sauf l'organisation. Bon. Donc la compétence, à mon sens, n'est pas discutable. Et l'immunité, comme effectivement cela a été souligné tout à l'heure, en l'espèce ne peut pas jouer et n'est pas un barrage, contrairement à ce que l'OIF peut penser. Mais je pense que décemment, l'OIF sait pertinemment que son immunité ne peut pas jouer compte tenu de ses actes juridiques fondateurs. Maître, une question pour... Je veux dire, la situation est juridiquement simple. Si Madame la Première vice-présidente prend une décision ordonnant la délocalisation du sommet, elle s'impose à tous les justiciables, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Elle s'impose y compris aux personnes morales de droit public. Donc c'est-à-dire qu'elle s'imposera y compris aux États, personnes morales de droit public, aux 75 États qui sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc je ne doute pas que le président de la République française, M. François Hollande, qui récemment a manifesté son souci de défense des droits humains en refusant d'aller à l'Euro de football à Kiev pour cautionner les atteintes aux violations des libertés publiques, qui a refusé de se rendre à la présentation du prix
l'UNESCO Guinée équatoriale, donc pour là aussi ne pas cautionner les atteintes aux libertés publiques et à la rupture de démocratie en Guinée équatoriale, connaissant son souci de respect des principes d'indépendance du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif, je ne doute pas que la République française respectera la décision de la justice, puisqu'elle sera exécutoire, mais nonobstant appel. Donc en conséquence, la République française sera le premier État à respecter cette décision d'ordonner la délocalisation du sommet. Et donc matériellement, si en plus un administrateur judiciaire provisoire est nommé, cet administrateur judiciaire provisoire devra réunir la conférence ministérielle de la francophonie et devra réunir le conseil permanent de la francophonie. Et ils prendront la décision du choix du nouveau pays qui accueillera. Personnellement, moi je serais favorable parce qu'il faudrait que le sommet se tienne par exemple d'ici 2 à 4 mois sur le continent africain. Moi je suis très favorable à ce que le sommet puisse être relocalisé dans un pays comme le Sénégal. Le Sénégal a connu récemment une alternance démocratique au niveau des élections présidentielles. Le président Abdoulaye Wade a reconnu sa défaite face au nouveau président élu, M. Macky Sall. Ce serait un bon exemple de signal fort de la francophonie démocratique de tenir par exemple ce sommet au Sénégal, à Dakar. Mais il pourrait être très bien localisé dans un autre pays comme l'île Maurice ou même le Mali si on veut donner un signal fort pour le Mali, etc. Maître, s'il vous plaît, je pense qu'on va prendre la dernière question. Ouais. Donc je vous pose 2 petites questions. Est-ce que pensez-vous premièrement que la dame la vice-présidente prendrait une décision impartiale pour délocaliser, n'est-ce pas, ce sommet quand on sait qu'elle dépend aussi de cette justice par rapport aussi à son avancement en grade? Ça c'est la première question. Deuxième question, Hollande, en tant qu'exécutif numéro 1 français, il a pris la décision d'aller au Congo. Alors, on sait bien qu'il va poser l'acte, comme on dit, de l'exécutif qui échappe au contrôle du juge. Est-ce que vous voyez ça comment par rapport à la position française, puisqu'il y a la francophonie et la France. Il y a la différence entre la francophonie et la France. Quand la France prend la décision, c'est un gouvernement, c'est un exécutif, et les actes de l'exécutif échappent au juge, puisque c'est dans les cadres politiques. Très rapidement, Lamberto Cour, on prendra la parole en quelques secondes, simplement sur la première question, à savoir l'indépendance de la magistrate. Donc Mme Bouvier a rendu une décision. Il s'agit effectivement d'un magistrat assis, qui est indépendant. Alors évidemment, on ne peut pas empêcher dans le monde qui est le nôtre d'avoir des relations uniques, mais il s'agit encore une fois d'un but associatif et d'une décision de justice qui touche les fibres même de l'évolution des droits humains, et donc qui touche le cœur même de la justice. Et moi, pour ma part, je suis persuadé qu'on aura une décision favorable. On aura une décision favorable. Je crois vraiment à l'indépendance de la justice d'une manière générale et très spécifiquement sur ce genre de procédure. Concernant effectivement le président François Hollande, bon, il est sujet, la décision n'est pas adressée, n'est pas libellée contre lui. Il est obligé effectivement de respecter une décision de justice. Jusqu'à présent, aucune décision de justice n'a été rendue, donc très certainement, lorsque la décision de justice sera rendue, non, il s'est déclaré, mais la décision de justice n'est pas rendue. Il a quand même les moyens matériels, effectivement, une semaine avant, d'annuler son voyage à Kinshasa pour aller le remporter. Ça, à mon avis, ça ne doit pas le déranger de côté. Mais il n'est pas parti à l'EF, puisque l'EF c'est un organisme à part, voilà. Et le gouvernement français c'est autre chose. C'est 2 choses différentes. Et lui, en tant que président de la République, il pose un acte, comme on dit, de l'exécutif qui échappe au gouvernement, enfin au contrôle du juge. Je ne suis pas d'accord. Même un acte du pouvoir exécutif peut être soumis au contrôle judiciaire. Notamment les actes du pouvoir exécutif d'une personne morale de droit public comme un État peuvent être soumis au contrôle du juge administratif. Ça, c'est sa compétence. Mais ce que je voudrais dire, c'est que M. François Hollande est respectueux des décisions de justice. Donc, la République française fait partie des 75 pays membres de l'espace francophone et membres de l'Organisation internationale de la francophonie. La décision de justice qui sera rendue en toute indépendance, parce que Madame la première vice-présidente, Madame Magali Bouvier, est un magistrat expérimenté et très indépendant. Donc je ne doute pas que sa décision sera prise en toute indépendance. Merci. Donc
c'est quelque chose de très important. La décision de Madame la Première vice-présidente, une fois qu'elle sera rendue, s'imposera à tous les justiciables, comme j'ai dit, qu'ils soient personnes morales de droit privé, qu'ils soient personnes morales de droit public, comme des États, qu'ils soient simples personnes physiques. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que la France fait partie des États membres de l'Organisation internationale de la francophonie. S'il se trouve qu'est désigné un administrateur judiciaire ad hoc, cet administrateur judiciaire ad hoc convoquera immédiatement les instances statutaires de l'OIF pour décider de la relocalisation du sommet dans un autre pays. La France, comme tous les États membres, aura l'obligation d'envoyer un de ses représentants à ces réunions pour prendre librement part à la discussion. Donc je ne doute pas que la France respecte et une décision judiciaire et les textes de l'OIF, dont la déclaration de Bamako, d'une organisation dont elle est membre. Oui, en 3 mots, François Hollande n'a pas compétence pour délocaliser. C'est la commission interministérielle de l'OIF qui doit délocaliser, dont il fait partie. Mais il y a 75 membres. Voilà, exactement. Donc il n'a pas compétence. S'il y a délocalisation, là où je suis d'accord intégralement avec vous, c'est que devrait, s'il y avait des délocalisations, devrait se présenter. C'est vrai que l'exécutif est indépendant du judiciaire, mais le judiciaire aussi est une relation très forte de la société et de son évolution. Moi, personnellement, le figure qui doit partir, qui doit dégager. Anaki Libosangana, Atiweri, social Bokoto Futa Rabatote, ba médecin impayé, ba fonctionnaire impayé, ba militaire, surtout nous ba militaire, salaire est à $20. Congo moto ndenge wana, oya pimeli peuple congolais, courant ezali te, mai ezali te, bongo moto ndenge wana akoki kokanye le président élu Etienne Tshisekedi wa Mulumba na monoko nini, na Lingala, ube na Tshuluba, ube na Kipende, ube na Swali. Yango wana aridi politika nami tolingi yo na tete ya pays na biso te. Okokufa lokolo bomaki Floribert Chebeya, obomaki Amati Lulu, obomi Fidel Masana, obomi Pasteur Moussa, obomi José Omar Desiré Kabila, obomi Aimé Kabila. Vraiment, moyen ya kotika yo ezali te. Mpona biso peuple congolais tomomeli yo place na yo na CPI, eza kozela yo nano izo kokanga yo okende na CPI. Osali massacre na bakongo ya Bouddhiti Congo, osali massacre na Équateur, osali massacre na Tchingi bongo yo na makonami otikali meme ntango ya campagne, otikali meme kobeta discours na Kinshasa te. Okanga Bishop Boutino oye kobomela biso peti na biso Cédric oya mitumbi likolo boyibi e vote na ye bongo lelo Arido Hippolyte Kanambe Kanachien Rwandais tous père et mère ok papa na yo azala congolais, mama na yo azala congolaise. Ok yo epa uta c'est la révolution, c'est la révolution. Bandeko na ngai ya Kinshasa ezali na 10 millions de congolais. Bandeko na ngai botika kolalisa miso bosangana elongo na président élu du peuple congolais Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Venu pour le Congo. Nous sommes le Congo, vous êtes le Congo. Nous sommes debout pour notre pays. Nous sommes debout pour notre patrie. La patrie meurtrie. La patrie en danger. Merci à tous pour tout ce que vous faites afin que nous puissions retrouver nos droits. Merci à Jean-Louis de m'avoir donné la parole. Je prends la parole en premier pour l'introduire parce que c'est lui qui va vraiment nous donner les éléments, il va nous apporter des éléments par rapport à tout ce qui se passe. Notre combat, en fait, se mène sur plusieurs fronts.
On nous a sous-estimés. On a pensé que le fait d'avoir stoppé plus ou moins les manifestations, le fait d'avoir arrêté nos jeunes combattants, le fait d'avoir mis nos sœurs en garde à vue, ça va nous décourager. Mais nous sommes toujours là debout. Nous sommes debout. Et comme je disais, le combat se mène sur plusieurs fronts. Sur le front de la mobilisation, sur le front intellectuel, sur le front de la réflexion. En tout cas, sur tous les fronts, nous sommes présents. Merci à vous, maîtres, de nous accompagner dans cette bataille juridique. Merci pour tout ce que vous faites. Le Congo vous sera infiniment reconnaissant. Merci. Merci aux nombreuses, je dirais plutôt, composantes, je ne vais pas appeler ça association. Ce sont des composantes de la société civile, la vraie société civile de Congolais de la France. Vous êtes la vraie société civile. Ce n'est pas la société civile corrompue, ce n'est pas la société civile naïve, ce n'est pas la société civile qu'on manipule, qu'on peut influencer. Nous sommes la véritable société civile et je sais qu'on peut compter sur nous. Je sais qu'on peut compter sur la jeunesse congolaise. Cette jeunesse qui est debout aujourd'hui, cette jeunesse qui a démontré partout dans le monde que pour le Congo, on pouvait compter sur elle. Cette jeunesse, je dirais, de l'Internet, cette jeunesse, comme Jean lui disait hier lors de son émission avec Africa numéro 1, cette jeunesse qui est informée, cette jeunesse qui est au courant de tout ce qui se passe au Congo et cette jeunesse qui ne baisse pas les bras. Merci à vous, jeunes gens. Merci pour ce que vous faites pour le Congo. Je vous félicite. Je vous félicite parce que aujourd'hui, je pense que nous avons vraiment redoré le blason. Nous avons cette fierté de marcher la tête haute, les pieds droits dans le bottes pour dire fièrement que nous sommes des Congolais. Jadis, on nous traitait de jusseurs, des bandits, des voyous. On était bons seulement pour la musique. On était bon seulement pour les concerts, mais vous avez démontré avec l'interdiction des concerts ici à Paris que nous pouvons aller au-delà, nous pouvons apprendre de la hauteur. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Ingeta. Ingeta. Je ne sais pas si Maman Blondine est là. J'ai encore en mémoire, hein, je vois défiler dans mes yeux là, son intervention. Elle sortait à peine de la maternité avec son bébé. Je la vois encore en train de crier, en train de pleurer pour le Congo devant le siège de la francophonie. Mais tout ça, personne ne veut nous écouter. Ils ont bouché les oreilles, ils ont fermé les yeux. Il se passe des choses dramatiques dans notre pays, mais personne ne veut brancher. Personne ne veut vraiment tenir en compte, prendre en compte la situation que traverse notre pays aujourd'hui. Merci à Maman Louise, que j'ai vue sortant de la garde à vue en Belgique, après être molestée par la police belge. Merci à nos mamans, merci pour tout ce que vous faites. Merci. Merci à Maman Youyou, je ne sais pas si elle est là. Je l'ai vue sortir de la garde à vue. Elle est restée, je pense, 48 heures. Et vraiment, nos mamans démontrent que cette lutte assez loin et nous pouvons compter sur elle. Merci pour nos jeunes. Nous avons encore un jeune qui est en prison aujourd'hui, Curtis. Nous avons un autre qui est sorti de la prison il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, nous pouvons dire que la jeunesse, Pacheli, voilà, hein, la jeunesse est debout. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais appeler Jean-Louis, parce que je pense que c'est lui qui est vraiment le patron de cette, entre guillemets, je dis, hein. Voilà.
Je vais l'introduire. Voilà, Jean-Louis, merci parce que tu as été très bien inspiré, mon frère. Tu as été très bien inspiré. En tout cas, nous avons bataillé, nous avons été partout, nous avons mobilisé, nous avons fait des manifestations, toutes sortes de manifestations. Nos jeunes ont été au siège de la francophonie pour exprimer leur colère, mais malgré tout ça, personne n'a voulu prendre ça en considération. Et moi, je dis, pour nous qui sommes croyants, vraiment, tu as été inspiré par le Saint-Esprit. Merci pour cette action. Je te donne la parole. Alors, je vais parler juste un tout petit peu pour pouvoir introduire d'abord les avocats qui ont bien voulu accepter de nous aider dans ce combat juridique. Contrairement à ce qu'il a dit mon frère Jean-Pierre, ce n'est pas moi, c'est la République démocratique du Congo. C'est les millions de morts dont personne ne parle, dont personne ne s'intéresse à savoir. Et je pense que si nous étions même des animaux, comment on appelle, Brigitte Bardot aurait pu monter au créneau pour pouvoir nous défendre. Nous sommes considérés comme des insectes nuisibles à cause de la richesse de ce pays. Je pense que je parlerai au nom des femmes qui sont violées tous les jours, je dis bien tous les jours, sans projecteur et caméra, parce que ces femmes ne sont pas considérées comme étant des femmes, et même les associations des femmes qui existent ici ne se sont même pas intéressées à ces femmes-là. Je parle au nom de toute cette population qui est en constant déplacement forcé à cause d'une guerre d'agression des pays voisins dont la francophonie ne parle ni condamne. Je parle au nom de ces personnes qui sont en train de pleurer pour leur voix électorale volée par la force des armes, dont la francophonie dont nous faisons partie ne dénonce ni condamne. Je parle justement pour ce genre de violation des droits de l'homme dont M. Eugène Diomi Ndongala, qui est un député national dont personne n'en parle, ni la francophonie, ni le monde. Je parle au nom de ce président que la population attend, parce que c'est lui qui a reçu ce qu'on appelle les voix de la population qui est contre ces tricheurs, dont le monde ne parle, ni la francophonie dénonce, alors que c'est justement la charte qui doit être confiée, de pouvoir faire la condamnation publique et d'exiger ce qu'on appelle le rétablissement d'ordre constitutionnel et la cessation des violations des droits de l'homme. Je ne vais pas monopoliser la parole, je voulais seulement dire ceci. Je suis venu en retard et je le dis et je continuerai à le dire, que les autres me veuillent comprendre ou pas. C'est-à-dire que moi j'ai été très consterné de voir la jeunesse congolaise. Quand je vois des gens comme Yuyu Muntomosi, je l'avais même écrit une fois, je dis, mademoiselle, vous m'avez ému. Quand je vois des gens comme Martin Sali et le groupe de RCK, ce qu'ils avaient fait au périph', je dis bien de 10h à 14h bloqué la périph' sud, ce n'est pas pour une méchanceté, c'est juste pour pouvoir attirer le projecteur vers la situation de la République démocratique du Congo. Personne n'en a parlé, même pas une petite minute. Quand je vois des gens comme Rex Kazadi qui ont montré ce qu'ils étaient, je me suis dit, mais attendez, il y a un problème. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'étais encore là en train de dire, oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer la République démocratique du Congo? Attends, on ne peut pas développer la République démocratique du Congo dans un pays occupé. Donc, je me suis dit, mais attendez, c'est bien beau, mais il faut d'abord la paix. Mais la paix, cette paix doit aussi se constituer sur base de la justice. Quand je vois des gens comme... il y en a beaucoup, hein, vous savez que je regardais Maman Louise, cette femme qui dit non, moi je ne manifeste pas pour autre chose, je manifeste tout simplement parce que je veux attirer l'attention de tout le monde sur ce qui se passe dans mon pays. Quand je vois que pour une fois, il y a eu une manifestation aux Champs-Élysées, plus de 400 comment on appelle, CRS mobilisés, même pas une petite ligne. Là où j'étais encore un peu concerné de voir que pendant que la République démocratique du Congo passait ces élections présidentielles, il n'y a eu même pas 20 secondes, mais je dis bien 20 secondes. France 2, TF1, France 3. Et pendant ce temps,
ont parlé des élections législatives au Côte d'Ivoire. Pourtant, nous apprenons aujourd'hui que Monsieur le Président, en son nom que toute la communauté franco-africaine a élu, compte aller au Congo. Je considère que ces conseillers l'ont mal conseillé. Ça, je vais laisser aux avocats vont s'exprimer. Et après, je prendrai peut-être la parole quand nos amis vont intervenir pour vous dire pourquoi nous sommes partis en justice. Ingeta, Ingeta, Ingeta. J'invite d'abord Maître Olivier de Boissieu qui va vous expliquer l'aspect juridique de notre assignation. Donc nous sommes partis, ce n'est pas une plainte. La plainte viendra, parce qu'on n'a pas encore fini là. On n'a pas encore fini. Bon, il y a beaucoup d'argent qui sort, hein, même si j'en vous parle pas, mais on n'a pas fini. Donc là, nous sommes encore en assignation. L'assignation, le référé, il va vous expliquer pourquoi. Et Maître Norbert Tricot va vous expliquer les aspects du droit international et notamment sur la violation des droits de l'homme. Les violations plutôt des droits de l'homme. Ingeta, sous vos applaudissements, j'appelle justement Maître Olivier de Boissieu qui vous expliquera un peu plus sur la situation. Merci. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier de la confiance accordée. C'est toujours motivant pour un avocat de traiter effectivement de procédures comme celle-là, parce que ce sont des procédures belles, ce sont des procédures socialement fondées. Et je pense que la justice va nous écouter. Je ne suis pas optimiste dans la technicité effectivement de traitement de ce dossier. Je suis effectivement confiant. Voilà. Alors, rapidement, pour ce qui concerne les tenants et les aboutissants de cette procédure, une seconde assignation à la demande de la présidente a été lancée de façon à ce qu'elle soit réceptionnée. Ça, c'était le souhait, effectivement, de la première présidente du TGI de Paris, statuant en référé, de façon à ce qu'elle soit réceptionnée en main propre par, effectivement, une autorité quelconque de l'OIF, ce qui a été fait, ce qui lui permet de rendre, dorénavant, en toute quiétude, une décision, on va dire, contradictoire, hein, au sens large du terme, puisque les parties adverses ont refusé de se présenter. Elles prennent toutes leurs responsabilités. Alors, il est vrai que l'aspect, a priori, on va dire, un peu hétéroclite de cette procédure, c'est qu'il s'agit d'une association française, donc d'une personne morale de droit privé, pour ne pas être trop technique, française à l'encontre d'une organisation internationale. C'est très certainement l'idée. Si l'OIF n'a pas les mains bloquées, c'est l'idée, à mon sens, de la stratégie de l'OIF de se dire que, en définitive, puisque organisation internationale, il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, d'obtempérer à l'ordre judiciaire français. Donc on ne ramasse pas les assignations, on ne va pas effectivement en audience, et on verra bien de ce qu'il arrivera, effectivement, des décisions d'ordonnance présidentielle du TGI de Paris. Alors, la recevabilité, encore une fois, de cette action judiciaire, elle est manifeste en droit international privé, une association privée de droit français, c'est le cas effectivement pour la CEC, peut assigner en justice une personne de droit moral, de droit international public et de droit moral international public, lorsque celle-ci a suffisamment de rattachement sur le territoire français, de façon à engager effectivement la compétence de la juridiction française. C'est le cas puisque l'OIF, par définition, a son siège en France, et tous les frais sont payés par le contribuable français. Bien, la France fait partie effectivement de l'OIF, donc à mon sens, il ne devrait pas y avoir de problème sur la recevabilité. Concernant cette fameuse immunité, encore faut-il qu'elle ne soit pas régulée. Mais il se trouve que dans les actes fondateurs de l'OIF, dans tous les documents juridiques qui concernent l'OIF et qui permettent son fonctionnement et la description de son statut, l'immunité ne peut pas jouer lorsque celle-ci est contraire au but de l'organisation internationale. Et dans cette hypothèse, l'organisation internationale a le devoir, ce n'est pas une simple possibilité, elle a le devoir pur et simple de révoquer cette immunité et de faire en sorte que, effectivement, elle fonctionne sans celle-ci. Bon, donc c'est en l'espèce de l'article 18 du décret de 75, pour être un peu plus précis, qui confère un accord de siège entre l'État français et l'OIF et qui statue en même temps sur l'immunité. Donc l'immunité, même si elle avait été invoquée, ne peut pas tenir la route. Elle ne peut pas effectivement être un barrage effectivement à cette demande judiciaire. Alors, ce qui a été demandé, et là je fais la transition effectivement avec
propos qui seront tenus par mon ami et confrère Norbert Trécourt. Bon, ce qui a été demandé, c'est, comme vous le savez, c'est la délocalisation du sommet de Kinshasa les 12 et 14 octobre prochains, de façon à ce que la tenue de ce sommet ne soit pas contraire à l'action internationale, philosophique et surtout en espèce juridique de l'OIF, parce qu'elle l'est effectivement intégralement. Alors il n'est pas possible pour une association internationale de se décrédibiliser à ce point-là, mais ça on va dire que c'est presque son problème, et c'est le rôle effectivement des associations à partir du moment où elles sont dûment enregistrées sous la loi française, de faire valoir leur objet social pour ce qui concerne l'émergence du Congo, la CEC, avec M. Chimbala, contre effectivement les pouvoirs internationaux qui effectivement sont régis en l'espèce par le droit français, de façon à ce que ceux-ci assument les responsabilités pour lesquelles ils ont été créés, les responsabilités pour lesquelles l'État français finance effectivement donc toutes ces données, et les responsabilités pour lesquelles effectivement les ressortissants français et congolais souhaitent pouvoir faire fonctionner cette organisation. Alors juste un dernier mot, moi je personnellement en tant que parajudiciaire, je regrette l'absence effectivement du représentant ou de M. Diouf, secrétaire général de l'OIF à l'audience. Il prend ses responsabilités. Je pense qu'il savait pertinemment que l'immunité ne pouvait en l'espèce s'appliquer. Bon, il sait pertinemment qu'il y a une compétence d'emblée effectivement de la juridiction française compte tenu du droit international privé. Donc une décision très certainement sera rendue. Bon, à ce moment-là, il pourra toujours s'en expliquer, même si elle est exécutoire de plein droit, mais effectivement, une décision de justice, et j'en terminerai par là, eh bien elle est applicable, et qui plus est, effectivement, lorsqu'elle est rendue par une juridiction française, dans un contexte d'ordre social français. Chers amis, merci pour votre présence, pour votre mobilisation. Donc, après ce que vient d'évoquer mon ami et confrère Olivier de Boissieu, je voudrais vous indiquer ce qui peut être possible le jeudi 20 septembre prochain, puisque Madame le premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris va statuer sur notre demande, puisque mon confrère et moi nous avons plaidé aujourd'hui, en l'absence volontaire d'avocat de la partie adverse. Mais une fois que Madame la première vice-présidente aura statué en délibéré, donc elle rendra sa décision jeudi prochain, 20 septembre à 17h, elle rendra une ordonnance de référé, c'est-à-dire immédiatement exécutoire de plein droit, même si la partie adverse, même si l'Organisation internationale de la francophonie, même si son secrétaire général, M. Abdou Diouf, interjette appel, la décision sera exécutoire. Nous avons fait passer le message au conseiller de M. le Président de la République française, François Hollande. Donc il est convenu qu'une fois que la décision sera rendue, nous la notifierons, Olivier et moi, à la présidence de la République française. Et d'ores et déjà, le conseiller pour les affaires internationales de M. le Président de la République française, François Hollande, nous a bien entendu dit que la République française est particulièrement soucieuse des principes de séparation des pouvoirs. Principe de séparation des pouvoirs exécutifs, politiques, du pouvoir judiciaire, donc de la magistrature indépendante, et du pouvoir législatif. Donc en conséquence, la République française, qui figure parmi les 75 principaux pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, appliquera la décision de justice. Donc le conseiller de M. François Hollande nous a dit si la décision est une décision de délocalisation du sommet, nous la respecterons. Ce d'autant plus que l'Organisation internationale de la francophonie, dans le passé, a déjà organisé 2 délocalisations de sommet. La première délocalisation a eu lieu en 1991. Le sommet, c'était le 4e, devait se tenir à Kinshasa. À l'époque, Kinshasa était la capitale de la République du Zaïre. C'était l'époque du maréchal Mobutu Sese Seko. Le secrétaire général de ce qui était à l'époque l'Agence internationale de la francophonie,
parce que l'Organisation internationale de la francophonie, c'est d'abord appelée Agence de coopération technique et culturelle, Agence internationale universitaire de la francophonie, Agence internationale de la francophonie, puis Organisation internationale de la francophonie. Donc le secrétaire général de l'époque, en 1991, a constaté qu'il y avait une rupture de la démocratie ainsi qu'une violation des droits humains à ce qui s'appelait à l'époque République du Zaïre, puisqu'il a notamment été intervenu le massacre de plusieurs centaines d'étudiants congolais zaïrois à Lubumbashi. En conséquence, en respect des textes de l'Organisation internationale de la francophonie, le sommet, en toute dernière minute, avait été délocalisé de Kinshasa pour se tenir 2 mois plus tard à Paris. Une deuxième délocalisation plus récente a été organisée, cette fois-ci par M. Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal, et qui était déjà secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça s'est passé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, donc en 2010, le 13e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie devait se tenir à Antananarivo, capitale de la République de Madagascar. Comme vous le savez, au printemps 2010, il y a eu un putsch qui a fait que le maire d'Antananarivo a renversé le président élu, Marc Avreman. Et à l'occasion des troubles, il y a eu quelques dizaines de morts. Le secrétaire général de l'OIF a décidé d'appliquer la déclaration de Bamako et a décidé, en conséquence, de constater qu'il y a bien rupture de la démocratie et violation des droits humains du peuple malgache. Donc en toute logique, il a appliqué les propres textes et donc il a condamné publiquement la situation à Madagascar et en application de la déclaration de Bamako, il a organisé la délocalisation urgente du 13e sommet de la francophonie pour qu'il se tienne en 2010, non pas en Antananarivo, mais à Montreux, en Suisse. Comme vous le savez, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Abdou Diouf, a pris d'abord une mauvaise décision en ce qui concerne la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il a tout fait, et il a réussi, pour empêcher la publication du rapport des observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie sur le suivi du processus électoral lors des élections catastrophiques, truquées et sanglantes qui se sont tenues en République démocratique du Congo, je dis République dite démocratique du Congo, le 28 novembre 2011. L'Organisation internationale de la francophonie est à ce jour, en septembre 2012, la seule organisation internationale qui n'ait pas encore publié le rapport de ses observateurs. Toutes les organisations internationales ont publié. L'Organisation des Nations Unies a publié. L'Union Européenne a publié. Les ONG internationales, le Centre Carter, toutes les ONG, je ne vais pas toutes les citer, ont toutes publié. L'avant-dernière organisation internationale qui n'avait pas encore publié le rapport de ses observateurs, mais on ne peut pas lui en faire grief, parce que c'est une organisation supranationale qui est soumise aux délibérations démocratiques de son Parlement, c'est le Parlement européen. Dans le cadre de son processus démocratique,